Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur charentelibre.fr. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le nouveau studio de Charente Libre à Angoulême. C'est le deuxième débat en vue de ce deuxième tour de l'élection législative en Charente. Thomas Brunet, le chef d'agence de Cognac, est à mes côtés pour animer ce débat. Un débat qui est mis en boîte, on le signale au passage, par nos collègues Jean-François Fressex et par Julien Bonnet. Alors après la première circonscription hier, place à la deuxième, qui couvre un large territoire des portes d'Angoulême jusqu'à Cognac et au sud Charente, Barbezieux. Avec nous ce matin, Sandra Marceau. Bonjour Sandra Marceau. Bonjour. Et Marceau Rapace. Bonjour Marceau Rapace. Bonjour à tous. Voilà, donc Marceau Rapace, Rassemblement National, Sandra Marceau, En Marche, la majorité présidentielle, ensemble maintenant. Nous avons donc une heure, nous allons vous inviter à nous dire qui vous êtes, ce que vous souhaitez pour ce territoire, ce qui vous différencie. On commence par un petit mot sur vous, Sandra Marceau. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc 48 ans, vous avez été responsable d'un bureau d'études d'urbanisme pendant une dizaine d'années. Vous êtes donc urbaniste de formation. Vous avez été conseillère municipale à Saint-Même-les-Carrières. Vous avez été engagé aussi dans le milieu associatif, et vous l'êtes peut-être encore aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui candidate à votre succession dans cette circonscription, cette deuxième circonscription, puisque vous avez été élue pour la première fois en 2017 sous l'étiquette En Marche. On dit aujourd'hui Ensemble. À l'époque, votre adversaire au second tour était Daniel Sauvêtre. Pour terminer ce portrait rapide, on va rappeler que vous avez donc largement remporté l'élection en 2017 avec 36,9% au premier tour et 58,73% au second. Et dimanche dernier, vous avez obtenu 28,77% des suffrages, donc c'était dimanche dernier, 11 568 voix exactement, 28,77%, mais seulement 13% des inscrits, on y reviendra tout à l'heure, et donc terminé en tête dans presque 2/3 des communes de la circonscription, en particulier dans les plus importantes, à Cognac, vous êtes en tête dans 10 des 13 bureaux, et vous êtes en tête également à Barbezieux, à Jarnac, à Château-Bernard et à Châteauneuf. Marceau Rapace, vous avez 58 ans, vous êtes originaire du nord de la France, vous êtes né à Arnes, près de Lens, dans le Pas-de-Calais. Vous êtes ancien directeur des ressources humaines dans le milieu hospitalier et ancien conseiller prud'homal, aujourd'hui sans emploi. Vous êtes fils de mineur, vos parents étaient communistes. Vous dites avoir démarré dans la politique au Parti socialiste, puis en 2014 à Arras, vous changez de cap et de camp. On vous retrouve sur une liste bleu marine face au maire centriste exactement. Vous êtes arrivé l'an passé en Charente. Vous êtes installé à La Rochefoucauld sur la 3e circonscription. Alors c'est une circonscription sur laquelle vous deviez vous présenter à l'origine avant d'être délogé par Caroline Colombier. Du coup, le parachute est tombé finalement sur la 2e, un peu plus à l'ouest. Vous vous êtes qualifié dimanche dernier avec 23% des suffrages, 22,99 pour être précis, avec presque 6 points de retard sur votre adversaire au second tour, Madame Marceau. Vous avez terminé en tête dans 58 communes, dont 8 à égalité, soit un tiers de la circonscription, essentiellement des petites communes rurales. La plus grande, c'est Chalais, 1800 habitants. Et vous obtenez même 47% sur la petite commune de Curac, dans le sud Charente, près d'Opter. C'est la première fois qu'un candidat du Rassemblement National, Front National compris, se hisse au second tour d'une élection législative en Charente. Vous serez d'ailleurs pas le seul, puisque dans la 3e, la configuration est identique avec une opposition Rassemblement National, majorité présidentielle. Tout à fait. Alors, première question, je reste avec vous, Marceau Rapace. Comment, avec des parents communistes, on bascule avec des engagements en plus à la CGT au début de votre vie. Comment on finit au Rassemblement National? En fait, j'ai eu un parcours atypique. Je suis donc passé par le Parti socialiste. Je figurais sur une liste au municipal sur la ville de Arnes, donc avec Stéphane Piegza qui était tête de liste. Ensuite, je n'ai plus participé à la politique, j'étais trop pris par mon travail, et puis je me suis retrouvé avec la garde de mes 4 enfants, parce que leur mère n'a plus voulu s'occuper d'eux. Donc je devais gérer à la fois mon travail plus les enfants, c'était incompatible de faire tout ça, de faire de la politique plus tout ça. Donc j'ai laissé tomber. Ensuite, je me suis rapproché des JDS, des Jeunes Démocrates Sociaux sur Arras, et j'ai contribué à l'élection de Jean-Marie Vollerenberg, qui est actuellement sénateur. Et Frédéric Le Turc faisait partie des JDS et c'est lui qui est devenu maire d'Arras.
Donc je le connaissais relativement bien. J'étais gérant d'un restaurant à ce moment-là. Ça s'est pas très bien passé pour le restaurant. J'ai demandé de l'aide à Frédéric Le Turc, puisque c'était un ancien ami. Et puis il m'a purement et simplement laissé tomber. Donc j'ai voulu jouer les rebelles. Et c'est pour ça que je me suis inscrit sur la liste Rassemblement National sur Arras en 2014. Et pourquoi y êtes resté du coup? Vous avez Je n'y vos suis pas convictions resté. étaient proches avec celles de Marine Le Pen? Je n'y suis pas resté puisque je n'étais pas encarté à l'époque. Je suis encarté au Rassemblement National depuis cette année. Et alors, pourquoi le Et Rassemblement pourquoi ? National? Parce que j'ai écouté les divers candidats au présidentiel, dont Monsieur Zemmour. Je le trouvais assez bien quand on le voyait sur CNews. Par contre, lorsqu'il s'est mis à faire de la politique, il était trop clivant. Il a eu des propos qui me déplaisaient beaucoup sur les femmes, sur les droits des femmes, etc. Et donc, j'ai voulu voir ailleurs. Sur l'immigration aussi? Sur l'immigration, tout à fait. Donc, j'ai vu ailleurs et j'ai vu le Rassemblement National qui me convenait davantage. Pourquoi le RN, vous nous l'avez dit, pourquoi la Charente? Pourquoi la Charente ? Parce que je suis descendu dans un premier temps en Charente l'année dernière avec ma fille et son copain. Nous avons habité à Angoulême pendant un moment. Ensuite, j'ai pris une maison sur la Rochefoucauld seul, dans un premier temps. Et je me suis intéressé de plus en plus à la politique et je me suis rapproché de Caroline Colombier. Et puis, je lui ai proposé ma candidature à l'investiture. Et j'ai obtenu l'investiture. Voilà. Sandra Marceau, on l'a dit, vous êtes devant au soir du premier tour, dimanche dernier. Vous obtenez cependant 8 points de moins qu'en 2017. Est-ce que ça invite à faire preuve d'humilité? Toujours, oui. Mais ce qui compte, c'est que je sois devant. Est-ce que ça met la pression? Toujours aussi. Je crois qu'il faut être humble par rapport à tout type d'élection et de résultats. Toujours. Peut-être encore plus d'ailleurs quand on est devant. Et puis je note que dès dimanche soir, il y a eu pas mal d'appels à me soutenir. Donc ça renforce, ça conforte. Mais je suis assez d'accord, il faut toujours rester humble. Comment vous appréhendez-vous le second tour, l'un et l'autre, Madame Marceau? Alors, comme je l'ai dit, à la fois avec humilité, ça c'est vrai, avec quand même une forme de confiance parce que je suis quelqu'un de déterminé, donc avec détermination aussi. Je crois que la circonscription a besoin de quelqu'un qui est à la fois modéré, mais qui a travaillé avec tout le monde, qui connaît très bien le territoire. Et ça, je crois que les Charentais de la deuxième circonscription vont l'entendre, j'en suis sûre. Quand vous regardez les résultats dimanche dernier et les reports de voix dont on parlera tout à l'heure, est-ce que vous vous dites c'est plié, j'ai gagné? Je ne veux pas me dire ça. Très sincèrement, il faut absolument pas dire ce genre de choses-là. Cela dit, comme je disais, dès dimanche soir, sur ce même plateau, il y a eu des appels à me soutenir, à soutenir ma candidature et à faire barrage au Front National. On va y revenir tout à l'heure. Ripolliné en RN, mais c'est le Front National. Je crois qu'il faut que dès le départ, ça soit absolument dit lors de cet échange. Et en cela, j'espère beaucoup et j'appelle à un grand rassemblement, le vrai, celui-là. Marceau Rapace, vous, comment vous l'appréhendez ce second tour, sachant que vous vous étonniez sur ce même plateau dimanche dernier d'être encore en vie? Oui, tout à fait. Je reste encore étonné aujourd'hui. Donc, je n'ai pas été étonné finalement que les autres candidats demandent à voter pour Madame Marceau. Ça ne m'a pas surpris du tout. On se demande d'ailleurs pourquoi ils sont encore dans d'autres partis comme Monsieur Lelièvre, qui pourrait d'ores et déjà faire partie d'Ensemble, puisque de toute façon leurs idées sont très proches. Après, j'ai été désolé que Monsieur Desbrosses se soit engagé seul et il a fait perdre finalement Madame Chloé Chevalier. Et j'ai beaucoup apprécié Madame Chloé Chevalier qui a indiqué qu'elle ne donnait pas de consigne de vote, qu'elle allait peut-être rester avec un vote blanc lors du second tour. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle ne dise pas d'office qu'elle refusait une seule voix pour le Rassemblement National. Et c'est ce que j'aurais fait, moi, à sa place, si j'avais été en troisième position, ce que je pensais. Bon. Et donc, j'aurais fait comme elle, j'aurais demandé à mes électeurs de voter pour Madame Chloé Chevalier. Et cette semaine, compte tenu des événements, des discours qui ont été tenus par Monsieur Macron, par exemple, sur le tarmac, qui considère maintenant que la NUPES et le Front National ou le Rassemblement National, comme vous voudrez, ça n'a pas trop d'importance, eh bien, sont des extrêmes, et lui fait partie de l'extrême centre. Donc lui aussi, il est extrême, puisqu'il rassemble tout un ensemble de partis. On peut considérer ça comme l'extrême centre. Et tout ce qu'il avait dit qu'il allait faire il y a 5 ans,
est-ce qu'il l'a fait ou pas? Je laisse aux Charentais, aux Charentaises la possibilité de regarder vraiment ce qui s'est fait, parce que là encore, il demande à ce qu'il y ait une élection législative, mais il va s'empresser de créer des conseils nationaux là pour essayer de gérer ça en dehors des assemblées. Donc c'est pas très démocratique. Et le fait de dire de ne pas voter pour certains partis, est-ce que c'est démocratique? Je laisse les Charentais en juger. Mais à vous entendre, vous regrettez presque que Chloé Chevalier soit pas à votre place aujourd'hui. Je ne regrette pas, je suis étonné parce qu'on a un peu le sentiment que vous-même vous savez pas trop ce que vous faites au second tour quand on entend. Ah non, je sais très bien ce que je fais au second tour. Il y a des arguments de Chloé Chevalier qui sont RN compatibles, et donc je vais pouvoir travailler sans oublier Madame Chevalier qui ne m'a pas savonné la planche dimanche. Et pour vous, Madame Marceau, est-ce que c'est une surprise de vous retrouver face à un candidat RN plutôt que face à un candidat de la NUP? Pas tant que ça en fait, pas tant que ça. Je suis sur la circonscription tout le temps, depuis 5 ans. Ces dernières semaines, évidemment, avec l'orientation campagne, donc politique, avec beaucoup plus d'échanges politiques. Mais ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que on le voit aux dernières élections, il y a une montée comme partout, et la deuxième circonscription n'y échappe pas. J'entends surtout qu'il faut écouter ceux qui se sentent éloignés, et parfois qu'ils le sont. Je pense au Sud-Charente que je chéris beaucoup, l'Ouest aussi bien sûr, et c'est vrai que ce sentiment d'éloignement se traduit sans doute là-dedans. Voilà. Je vais reformuler ma question. Est-ce que c'est plus confortable d'être face à un candidat RN? Mais jamais. Comment on peut dire quelque chose comme ça? Comment on peut dire? Bien sûr que c'est pas confortable. Bien sûr. Et puis on va voir. Tout est possible, je pense, dans les interventions de monsieur. Donc je m'y suis préparée, j'espère. Bon, une candidate majorité présidentielle contre un candidat Rassemblement National, vous rejoignez un petit peu le match de la présidentielle. Les électeurs, ils ont choisi plutôt les marques que les personnes sur ce premier tour, vous pensez? Marceau Rapace, peut-être, sur cette question-là. Est-ce que c'est la marque RN qui demande Thomas, qui vous a permis de l'emporter? Si je n'avais pas été investi par le RN, je ne serais pas là aujourd'hui, ça c'est clair. Maintenant, je suis un candidat atypique. Toutes les idées du RN ne sont pas bonnes à prendre. Il y en a certaines qui le sont, pas toutes, comme dans tous les partis politiques de toute façon. Si on faisait un mixte de tout ce qui se dit, toutes les avancées que nous pourrions faire, on pourrait créer un parti qui serait tout à fait sympathique et on aurait vraiment une démocratie. Mais aujourd'hui, il y a toujours des tendances à dire il ne faut pas voter pour Pierre, il ne faut pas voter pour Jacques, il faut voter pour moi. Et puis finalement, on s'aperçoit à la longue que tout ce qui est annoncé pendant une campagne n'est pas forcément respecté. Est-ce que ça veut dire que vous êtes le candidat RN, mais que vous ne respecterez pas toujours forcément, si vous êtes député demain, à la lettre, oui, tout à fait, Marine Le Pen? Parce quelle confiance ça peut donner aux électeurs? La confiance des Charentais en moi, c'est de défendre les Charentais, les Charentaises, les éleveurs, les agriculteurs, les viticulteurs, tout le monde, de travailler pour eux avant tout. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai fait pendant 5 ans. C'est en même temps, comme dirait Monsieur Macron. Très bien. Mais alors, c'est encore plus dingue, je trouve. Cette remarque, vous ajoutez du flou, et je me demande comment, au second tour, les Charentais vont pouvoir voter pour quelqu'un qui se dit proche de Bleu Marine il y a quelques années, là, qui n'était pas encarté, qui s'encarte maintenant. Enfin, je crois que là, le Charentais peuvent définitivement semé. Tout à fait. Les Charentais peuvent se poser des questions sur moi, mais ils peuvent tout autant s'en poser sur vous et s'en poser pourquoi Monsieur Macron agit de la sorte. Parce que si on lit le livre qui a été édité il y a pas très longtemps, ce que l'on ne veut pas que je vous dise, c'est une ex-collègue à vous qui faisait partie de l'Assemblée nationale en 2017 et qui s'est vite empressée de partir. Et qui a changé 3 fois de groupe parlementaire. Oui, ça, justement. je peux vous en parler. Oui. Moi, je vais vous dire par rapport à cela, parce qu'évidemment, Frédérique Dumas, pour ne pas la citer, je l'ai quand même un peu côtoyée. Oui, j'imagine. Si je peux me permettre. Nous avions prévu de revenir sur ce sujet un petit peu plus tard. On va recentrer le débat sur le second tour, c'est dans 4 jours. On parlait tout à l'heure justement des reports de voix. Un certain nombre de candidats ont fait appel à faire barrage au Rassemblement national dès dimanche dernier. Vous l'avez évoqué juste avant, y compris des personnalités politiques qui n'étaient pas candidates, comme Jérôme Sourisseau. Mais on sent que c'est un soutien un peu du bout des lèvres, parce que
À part Monsieur Desbrosses, personne n'a dit qu'il voterait pour vous. C'est plutôt contre Monsieur Rapace. Est-ce que on a vu des soutiens plus forts qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je crois que ça a été, pour le moins, très clair sur ce plateau même, comme je disais, dimanche soir. Les réseaux sociaux que l'on critique beaucoup ces jours-ci bougent quand même en ce sens. Et moi, je reste justement confiante et je sais que les gens sauront faire le choix. Et je crois qu'il y a eu des mots très clairs dès dimanche soir. Donc, bien sûr, qui me fait plaisir. En revanche, vous n'avez pas eu de soutien de personnalités fortes du gouvernement ou de la majorité présidentielle, comme Thomas Mesnier a reçu le soutien d'Édouard Philippe, qui n'a pas franchi les portes d'Angoulême pour venir vous soutenir publiquement. Est-ce que c'est un regret? Déjà, je ne suis pas à Horizon. Bien sûr, mais bon. Ensuite, Édouard Philippe a été le Premier ministre quand vous êtes... Bien sûr, et d'ailleurs, j'ai œuvré pour que sa visite irrigue tous les territoires charentais, et notamment la 3e circonscription. Je pourrais vous en parler parfaitement, je connais par cœur le sujet. Donc j'ai souhaité orienter sa visite pour que tout le territoire, et notamment la ruralité en 3e circo et sur le sud Charente, donc je n'ai pas de problème avec Édouard Philippe, évidemment. Mais le constat, c'est qu'il est venu ici dans le cadre de la campagne du premier tour pour soutenir. Mais vous savez qu'il a fait une campagne, on en parle encore ce matin, il a fait une campagne dans toute la France, il a fait visiblement plus de 100 déplacements ces dernières semaines. Vous auriez pu être convié aux réunions. Oui, mais écoutez, déjà je ne fais pas la course au ministre. Je ne suis pas, c'est pas moi. Pour autant, j'ai quand même eu 25 visites ministérielles et Emmanuel Macron sur ma circonscription. À chaque fois, j'ai fait remonter des notes avec des sujets, des thématiques, parce que je connais bien le territoire. Donc et puis vous ne savez pas les messages que j'ai reçus, et je m'en suis pas vantée sur les réseaux sociaux. J'ai reçu de très beaux messages du gouvernement. Pour vous, Marceau Rapace, oui. Pas de consigne de vote de reconquête non plus. En revanche, le candidat patriote a appelé à voter contre Macron. C'est aussi une manière de s'exprimer particulière. Oui. Elles sont où vos réserves? Mais les réserves peuvent se situer justement dans le parti NUPES, je pense. Parce qu'il y a pas mal de points sur lesquels nous sommes d'accord, au niveau de la retraite par exemple, au niveau de l'écologie, au niveau des contrats des soignants qui ont été suspendus par Madame Borne. Elle a quand même suspendu 15 000 contrats. Donc c'est quand même pas terrible comme décision. Elle a fermé Fessenheim, elle a réformé l'indemnisation chômage, elle a l'intention finalement de faire travailler les gens qui bénéficient du RSA et donc de les faire travailler avec un taux horaire inférieur au SMIC. Je trouve que tout ça, c'est pas dans mon ADN et on retrouve plus ça dans l'ADN de NUPES plutôt que dans le mouvement Ensemble, Renaissance, Horizon, Modem. C'est tout un ensemble un agglomérat finalement de partis qui sont plutôt centristes ou de droite. Donc c'est plutôt des appels à la gauche que vous faites plus qu'aux gens de droite et d'extrême droite. Oui, tout à fait. Et du côté des abstentionnistes, pardon, oui. Thomas, et du côté des abstentionnistes, comment est-ce qu'on mobilise? Les abstentionnistes, peut-être qu'ils n'y croyaient plus des masses, ils ne s'attendaient pas à ce qu'un candidat RN soit au second tour. Et là, comme je suis présent, peut-être qu'ils vont daigner déposer un bulletin ce dimanche, ce qui serait pas mal. On l'a dit en présentation, Sandra Marceau, on a un peu le duel Sandra Marceau-Desvilles et Marceau Rapace-Deschamps. Et Marceau Rapace-Deschamps. Ça va rester ça. Un peu comme hier dans le journal. Un peu à l'image du national finalement, où le Rassemblement national fait toujours des scores un peu importants en milieu rural justement. J'ai fait de beaux scores en zone rurale aussi quand même. Oui, c'est vrai. Vous êtes en tête dans les grandes villes. Mais vous êtes en tête dans toutes les grandes villes. Toutes les grandes villes. Oui, mais pas que. Mais comment vous en pensez quoi justement de cette dichotomie un peu, même si vous avez aussi fait quelques très bons scores, puisque vous avez quand même été en tête sur quasiment 2/3 des communes de la Circo. Ça fait longtemps que la recomposition politique est à l'œuvre, et en 2017, non, mais je veux dire là, derrière ma question, c'est est-ce que vous pensez ne pas avoir un peu oublié les campagnes? Moi, oublier les campagnes. Alors j'y suis née, j'y ai vécu, j'ai fait comme je dis. On rappelle que vous êtes de Saint-Même-les-Carrières. Oui, mais oui. Vous êtes originaire de Dordogne. Oui, je suis originaire de Dordogne. Je connais très bien la Gironde, la Charente, parce que j'y ai travaillé avec mon bureau d'études. Je connais très bien ces coins
J'appelle ça avec affection des coins, bien sûr. Et c'est ce qu'on aime. Oui, oui. Oui, mais j'ai toute ma famille un peu dans toute la Dordogne, et un peu en Gironde et d'ailleurs en Charente aussi. Mais non, bien sûr qu'il n'y a pas d'oubli. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument continuer à aller au-devant des personnes qui sont dans les zones rurales et qui se sentent, qui le sont parfois, mais qui se sentent plus aussi dans une forme d'isolement. Et d'ailleurs, quand j'ai pu refaire du contact, soit à la fin du mandat, puisque vous savez très bien qu'avec la crise sanitaire, ça a été quand même assez compliqué de reprendre contact physique vraiment en face à face avec les gens. Mais pendant la campagne, les gens me remerciaient en porte-à-porte, parce que je crois que c'est ce qui est le plus important, en fait. C'est en ça aussi que je voulais parler de la politique autrement, ou en tous les cas de la recomposition à l'œuvre. C'est qu'il faut qu'on fasse absolument autrement. Donc moi, j'ai entamé depuis 5 ans, je veux continuer à amplifier. Et les zones rurales ne sont pas oubliées. Les gens le savent bien, en fait. J'étais il y a encore 3 semaines, 1 mois, à l'inauguration de l'espace France Service de Chalais, en face de la gare. Mais les gens sont très heureux. Il y a un nombre de passages par jour pour demander des conseils sur tout type de papiers ou de documents administratifs. Et en fait, les gens sont heureux à Chalais d'avoir cet espace. Et ça, c'est nous qui avons amplifié. Alors, la Charente était déjà bien dotée sur les services publics en zone rurale et ces maisons les maisons de services au public. Mais voilà, on ne les oublie pas. Je crois qu'ils le savent. Dans toutes nos politiques publiques, y compris sur le pouvoir d'achat, on ne les a pas oubliés. La prime d'activité, c'est quand même en moyenne plus de 200 € par mois pour un SMIC. Enfin bon. Donc par contre, il faut amplifier. Ça, ce qui est vrai, c'est qu'il faut aller au-devant d'eux. Il ne faut pas être les politiques qui, au moment de peut-être des campagnes, font une réunion publique. C'est vrai que moi, j'ai choisi de pas en faire. Parce que une réunion publique, même un élu pour présenter un schéma d'assainissement, il y a personne qui vient. Mais comment on fait campagne alors? Parce que en porte-à-porte, je vous le dis, en porte-à-porte. Moi, j'ai fait quand même pas mal de porte-à-porte. Les marchés, évidemment, même si on sait que c'est pas tout le monde qui va sur les marchés, qui est aussi capable d'acheter sur les marchés. Bon, c'est aussi une culture, mais on a une grande culture des marchés. Voilà, j'étais présente à pas mal d'événements, et puis j'ai fait des apéros de campagne chez les gens, où j'ai demandé aux citoyens, aux gens, d'inviter des personnes, de choisir leurs invités, et ça a très bien marché. Et de la même façon, pour vous, Marceau Rapace, comment vous allez chercher des voix en ville, puisque arithmétiquement, encore une fois, si vous n'allez pas chercher des voix en ville, vous ne pouvez pas gagner dimanche. On tâche aussi de poser des affiches en ville, mais régulièrement elles sont arrachées. Donc on n'a même pas le temps, elle n'a même pas le temps de sécher qu'elle a déjà été arrachée. Donc c'est un peu dommage. Là aussi, la démocratie en prend un coup, puisqu'on n'a même pas le droit de montrer qu'on existe. Donc c'est vraiment très très douloureux, quoi, de se rendre compte de cela. Est-ce que vraiment ça c'est encore un problème? Est-ce que avec le RN, est-ce que vraiment vous n'êtes pas un peu dans la caricature en considérant que le RN comme ça est stigmatisé? Le RN a toujours été stigmatisé. Monsieur Le Pen, lui, il l'avait stigmatisé encore plus avec ses propos qui étaient innommables. Moi, je n'acceptais pas du tout les propos qu'il tenait. Là, maintenant, Marine Le Pen a fait tout ce qu'il fallait pour dédiaboliser le parti. Et au jour d'aujourd'hui, elle se rapproche plus de la droite ou même du centre sur certains points, et quelquefois sur la gauche. Vous pouvez ne pas être d'accord, bien évidemment. Oui, évidemment que je suis pas d'accord. Évidemment, mais ça, c'est même pas la peine de le dire. Donc le RN est un Non, mais c'est évident dans la tête des gens, de toute façon, puisque nous sommes les démons. Idées sont les mêmes, quand même. Nous sommes le diable, que ce soit Monsieur Mélenchon ou Madame Le Pen, ce sont les diables maintenant. Et d'ailleurs, vous avez voté ensemble dans l'hémicycle. Vous avez voté ensemble dans l'hémicycle, c'est ce qu'il faut dire. Mélenchon n'était pas le diable lors de la première séance d'élection, mais il est devenu le diable parce que Monsieur Macron se rend compte que finalement il y a danger. Mais autrement, il était bien d'accord avec que Monsieur Mélenchon dise tout ce qu'il a dit. Sandra Marceau, vous êtes la sortante. La sortante, elle a un bilan. Vous avez répété pendant votre campagne que votre bilan, c'était votre atout numéro 1. En quoi est-il bon, selon vous? Alors, il est bon en tous les cas, c'est celui sur lequel je me base. Donc forcément, c'est vrai que c'est toujours peut-être compliqué de voir quelqu'un qui juge son propre bilan. En tous les cas, mon bilan, c'est surtout ma prise de connaissance et de pouls régulier du territoire. Et à la fois les remontées que j'ai pu faire pour faire évoluer des textes,
qui me gênaient sur certains aspects, mais aussi pour accompagner les projets en local. Donc j'ai égrené toute la Charente, l'Ouest, le Sud. Je rappelle quand même qu'il y a 148 communes avec les dernières fusions. Donc il y en a moins au départ, il y en avait 163. Donc il y a eu pas mal de fusions pendant le mandat. Donc moi j'ai labouré, on va dire, le territoire. Et en ce sens, je crois que je le connais bien et j'ai des résultats évidemment sur pas mal de soutien d'industrie, de préservation d'emplois, le soutien à l'agriculture qui souffre énormément parce qu'il y a la viticulture et je sais la mettre en avant aussi dans ses réussites et dans ce qu'elle amène dans les transitions que l'on entend beaucoup, on entend beaucoup parler, mais l'agriculture a beaucoup de grandes problématiques et dernièrement, les dernières semaines, j'ai réussi à faire financer par l'Agence nationale de sécurité sanitaire une étude sur la tuberculose bovine, parce que ça n'est pas possible que depuis 30 ans cette maladie perdure et qu'il n'y ait pas vraiment de prise, on va dire vraiment en main de ce sujet qui est terrible. Quand vous allez chez des éleveurs, ce que j'ai fait, et qui perdent 200 bêtes d'un coup, c'est insupportable. Donc Sandra Marceau, vous parlez beaucoup du terrain, vous parlez beaucoup du porte-à-porte. En revanche, si on se fie aux indications de ce qu'on appelle l'Observatoire citoyen nosdéputés.fr, vous faites partie des 150 députés les moins actifs sur les critères intervention de plus de 20 mots à l'Assemblée nationale, sur les critères proposition de loi signée, vous en avez signé 65, sur le nombre de questions orales, vous en avez posé 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ce résultat, puisque vous êtes, selon un autre classement, le classement qu'a effectué le magazine Capital il y a quelques jours, 218e, le classement en nombre d'interventions en commission, dans l'hémicycle, et en proposition de loi. C'est pas beaucoup. 218e, c'est quand même pas mal, sachant qu'on est 577 et que ce type de classement, parce qu'on s'est interrogé évidemment là-dessus dès le début du mandat, et à l'Assemblée nationale, on a reçu nosdéputés.fr pour les questionner. En fait, c'est un peu complexe et je veux pas embêter les gens avec ça, mais il y a quand même une réalité. C'est qu'ils piochent dans la data de l'Assemblée, mais ils piochent pas tout. L'Assemblée, c'est une institution de la République qui refuse de faire des statistiques. Les seules statistiques qui sont faites, c'est pour les scrutins dits solennels. Et donc, je suis à 98% sur les scrutins solennels, sur la présence au vote. Donc ça, je peux vous le dire. Et il n'est pas possible, quand on connaît bien le travail des députés, il n'est pas possible d'établir un classement, sachant qu'il n'y a par exemple pas d'ex-aequo possible. Quand même bizarre. Moi, ça me questionne complètement. Donc c'est complètement aléatoire. On le sait très très bien, je vous dis, on les a reçus à l'Assemblée. Après 218, je trouve que c'est pas trop mal, c'est la bonne moitié. Et je vous rappelle que j'ai fait partie d'une majorité. Thomas Mesnier est en tête, hein, si on fait une petite comparaison. C'est très bien pour Thomas, et je première le félicite. Et deuxième. C'est très bien pour Thomas, je le félicite. Et je n'amoindris pas ce résultat en disant qu'il est rapporteur général du budget de la sécurité sociale. Il y en a qu'un. Vous voyez ? Donc, non, mais je veux dire, il faut dire les choses clairement. À chaque fois, moi, vous regarderez par contre mes interventions, qu'elles soient, alors les questions orales, quand on est un groupe de 300, en fait on tourne. Nous, on est vraiment un groupe démocratique. Donc en fait, on tient des tableaux par région, par sujet, par secteur, et je suis dans la moyenne de mes collègues en termes de questions. Donc j'ai aucun problème pour vous justifier tout ça, et j'ai même proposé une proposition de loi, certes à la fin du mandat, mais il faut bien y arriver, sur les questions de commerce en zone rurale. Voilà. Vous, Marceau Rapace, vous n'avez pas la même vision, évidemment, du bilan de Madame Marceau. En quoi est-il mauvais, selon vous, Madame son Marceau bilan? a fait du porte-à-porte, elle a eu que de bons échos. Moi, j'ai fait du porte-à-porte de mon côté. Je n'ai pas eu les mêmes échos, mais bon, forcément. Comme Quels échos avez-vous eu? Qu'elle n'était pas suffisamment attentive aux demandes des Charentais, des Charentaises, de la circonscription, qui se retrouvaient quelquefois seuls face à des dossiers, à des projets. Or, ils auraient bien voulu que la personne de la circonscription, c'est-à-dire Madame Marceau, la députée, soit avec eux pour les aider à monter des dossiers. Donc, dans quel domaine? Par exemple, dans une porcherie industrielle familiale, nous y sommes allés et ce brave homme a réussi à faire des choses, mais de son propre chef. Il n'a eu aucune aide de personne. Aucune. Par exemple, mais ce n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres que j'ai pu voir pendant ma campagne et qui avaient le même constat, et c'est aussi pour ça que dans les zones agricoles, les zones rurales, il y a beaucoup de monde qui a voté pour moi.
À mi-mandat, on en a beaucoup parlé. On va ressortir un peu les dossiers, Sandra Marceau, si vous voulez bien. On en a beaucoup parlé. Vous avez été la cible de beaucoup d'élus, surtout en 2019. Il y a eu une espèce de Marceau-bashing, des procès en incompétence. L'ancien maire de Cognac, Michel Gourin-Chasse, avait parlé d'erreurs de casting. Et puis, il y a eu une histoire avec vos attachés parlementaires que vous auriez épuisés petit à petit. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors déjà, je dois saluer mes équipes parce que mon seul objectif depuis le début du mandat, ça a été d'avoir une équipe à la fois sereine, posée et qui puisse justement répondre à la fois en local et au national aux sollicitations et au travail. Après, pour les élus, il y en a eu finalement assez peu. C'est toujours les mêmes d'ailleurs que vous interrogez sur Charente-Libre, donc sur ces sujets. Donc c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent si on fait le point sur le sujet. Les élus, les maires, les conseillers départementaux. Oui, mais un peu toujours les mêmes, il faut le dire. Et après, moi, je suis pas là pour diviser. Ce sont aussi des gens qui sont très engagés politiquement, parfois très radicaux. Donc ça me gêne pas. Après, je suis pas là pour faire le bilan de l'ancien maire de Cognac qui a laissé une ville quand même sur le plan financier assez exsangue. Il faut préciser que la deuxième partie du mandat a été beaucoup plus calme. Alors moi, je trouve que j'ai beaucoup bossé avec mes équipes. Je te parle en termes de critiques. Mais tant mieux, et tant mieux, et évidemment tant mieux. Je ne cherche ni d'un côté la confrontation, ni de l'autre que tout le monde soit avec moi. Ça n'est pas ma façon d'être et de faire. Par contre, si effectivement vous me posez des questions, je vous réponds. En l'occurrence, j'ai pas de souci avec ça. Vous parliez de l'ancien maire de Cognac, le nouveau maire de Cognac, Morgane Berger. Lui, pour le coup, il est parfaitement clair. Il appelle à voter pour vous au deuxième tour. Donc ça veut dire que tout va bien. Et je l'en remercie. C'est-à-dire que moi, depuis le début, j'ai voulu travailler avec tous ceux qui voulaient travailler avec moi. Je n'ai pas fait fi de la politique puisque j'y suis entrée, donc je respecte aussi les stratégies politiques. Bon. Mais j'ai travaillé avec tout le monde. Donc à partir du moment où vous êtes reçu régulièrement ou alors vous vous demandez sur un sujet, pour faire remonter d'ailleurs par exemple au maire de Cognac, mais à d'autres aussi. Quand il y a des contacts réguliers, forcément ça aplanit les choses et ça fait qu'il y a une deuxième partie de mandat qui est beaucoup plus sereine, même si comme je dis avec le Covid, y compris en circo, il y a eu beaucoup de travail de remontée, de boucher les trous dans la raquette, on va dire. J'ai beaucoup, d'ailleurs avec mon candidat suppléant, avec Ludovic, que je salue et que je remercie ici, et pas qu'avec lui, avec les élus aussi. Avant d'aborder les grands sujets et de débattre autour de ces grands sujets, nous voulions savoir un petit peu quel député vous vous engagez à être, ou à rester, ou à changer. On commence par vous, Monsieur Rapace. Oui. Quel député serez-vous? Qu'est-ce qui vous singularise de Madame Marceau? Si je suis élu député, je ne serai pas un député qui fait de la figuration. Je ne serai pas assis dans l'Assemblée pour attendre finalement de faire ce que le président de la République a décidé de faire, parce que c'est lui qui manage tout. C'est le Dieu tout-puissant de l'Assemblée du côté de la LREM, d'Horizon et de Modem. C'est lui qui tranche, c'est lui qui décide, c'est lui qui fait tout. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs, c'est sûr, il est très intelligent, ça c'est sûr. Il prend la parole au bon moment, quand les adversaires ne peuvent plus répondre. Donc c'est très judicieux de sa part, ça on ne peut pas lui retirer. Par contre, tôt ou tard, on commet des erreurs, et là je pense qu'aujourd'hui, il y a une erreur qui a été commise, et c'est pour ça qu'il prend peur, et qu'il a fait son discours sur le tarmac de l'aéroport avant de partir à l'étranger. Ferez-vous allégeance à Marine Le Pen, les yeux fermés? Ah non, jamais. Quand j'étais conseiller prud'homal, j'avais été élu encadrement CGT. Je ne faisais pas allégeance à la CGT, j'écoutais les faits, et je prenais position par rapport aux faits. Donc tantôt ça pouvait être le salarié qui avait raison, tantôt ça pouvait être l'employeur, mais jamais j'ai dit c'est forcément le salarié qui a raison. Jamais. Cette position que vous affichez aujourd'hui, ouais. Vous l'aviez affichée auprès du Rassemblement national en amont de manière très claire. Je ne ferai pas allégeance en permanence. Je l'ai fait comprendre petit à petit à Mme Colombier. Donc quelquefois elle essaye de me remonter les bretelles, mais comme je l'emporte pas, c'est très compliqué pour elle. Voilà. Donc je serai un député qui ne fait pas de figuration, qui défendra les droits, les intérêts, les projets des habitants de la deuxième circonscription, qui fera en sorte d'apporter des solutions. Je serai un député qui n'est pas un risque pour les Charentais, mais une chance, parce que je ne suis pas un député comme les autres. Je n'ai pas l'intention d'être dans un moule et d'être le béni-oui de ce qu'on me dira plus haut. Ça, il n'en est pas question. Est-ce que le député, excuse-moi Tom, est-ce que le député c'est plutôt l'avocat d'un territoire à Paris,
ou c'est plutôt celui qui doit faire redescendre l'information et être au plus près du terrain? Je voudrais faire de l'humour, je dirais les deux, mon général. Mais bien sûr, les deux. C'est d'ailleurs le député, c'est celui qui vote les lois, celui qui donc les amende, celui qui fait des propositions. Mais c'est celui aussi qui contrôle l'action du gouvernement. Ça a tout son sens en territoire. Et c'est en ça, du coup, je reviens sur le bilan, mais c'est en ça que j'ai beaucoup œuvré en Charente sur vraiment faire redescendre des politiques publiques, ou mieux redescendre. Sur Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, la revitalisation des centres-bourgs. Évidemment, avec mon métier, sans doute que ça m'a aidé. Donc, je reviens sur ce que disait oui. Marceau Rapace. Est-ce que vous vous considérez comme une béni oui-oui et comme faisant de la figuration à l'Assemblée nationale? Absolument pas. Par contre, il faut être clair aussi. Il faut se renseigner sur le job de député. Quand on fait partie d'un groupe parlementaire, on fixe une politique ensemble. C'est ça la politique. La politique au sens noble du terme. Donc bien sûr que j'ai respecté ce qu'on échangeait, ce que l'on débattait. Alors déjà, des fois, il y a eu des petites phrases dans la presse de nos échanges du mardi matin, puisque c'est le mardi matin, c'est la réunion des groupes politiques pour décider, on va dire, des positions de vote dans la semaine, en commission ou en hémicycle. Donc il faut savoir ça, et je l'assume complètement. Par contre, on est là aussi pour s'exprimer, et effectivement, on ne le fait pas toujours devant les caméras. Donc j'assume complètement, et je dirais même plus, il faut absolument une majorité au gouvernement. Sinon, on ne sert à rien ou pas grand-chose. Alors évidemment, les oppositions, quand elles font des propositions constructives et qu'elles ne votent pas tout contre, tout le temps, parfois les extrêmes les uns avec les autres, je l'ai dit tout à l'heure, évidemment on est là pour écouter, mais faire partie d'une majorité, c'est très très important, parce que là on est sûr qui est le vrai relais de la circonscription, et qu'on est vraiment constructif en fait. Et dans la majorité, c'est pas si simple que ça d'ailleurs, de faire entendre sa voix. Je l'ai fait à ma mesure et comme je suis. Donc pas député Godillot, pour utiliser les termes qu'on a utilisés pendant ce mandat, pas député Playmobil, pas frondeur non plus. Non, mais quand il y a eu besoin, il y a des choses où je me suis abstenue, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais bien sûr que non. Je crois qu'il faut être constructif. Je vais y arriver. Travailler pour le territoire. Il faut écouter tout le monde. Effectivement, dire aussi quand on n'est pas d'accord une fois qu'on nous a exposé les choses. Et dans le territoire, je pense savoir le dire. Mais il faut vraiment, c'est compliqué. Et donc il faut assumer. Il faut rester focus sur ce qu'on veut pour le territoire. Je pense qu'on va en parler, mais il faut rester focus sur ce qu'on veut faire, et puis faire avec nos armes, et aussi dans un groupe majoritaire. Justement, vous tendez la perche, on va parler des projets. On va commencer peut-être par parler d'écologie, d'environnement, parce que vous l'avez constaté, aujourd'hui il fait très chaud. Alors, un 15 juin, il fait 35, cet après-midi il fera 40 vendredi, c'est assez inhabituel. L'urgence climatique, elle est là. Je pense que les jeunes générations sont très sensibles à cette thématique. Le gouvernement, votre gouvernement, Elisabeth Borne en a fait une priorité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour, en tout cas, appuyer pour agir puis localement? Alors, on a déjà voté beaucoup de choses. Certaines choses ne sont pas encore appliquées dans différents textes de loi. On va parler du logement sur la rénovation énergétique, puisque en consommant moins d'énergie, il y a moins de gaz à effet de serre. Donc on a ça à activer, à vraiment amplifier pour faire comprendre. Et puis il y a des trous dans la raquette justement sur France Rénov'. Ça j'y suis un petit peu tous les jours. On a des sollicitations pas mal là-dessus. On a voté une loi climat pour aller plus loin sur ces aspects avec 7 titres. Avec plus de 220 articles. Donc je mets au défi, et je sais que c'est compliqué, les citoyens ou les candidats d'aller voir ce qui est déjà appliqué. Tout n'est pas encore appliqué. Donc on a fait beaucoup. Il faut l'expliquer encore et encore. Il faut être didactique, pédagogue. Donc moi j'ai œuvré notamment sur les questions d'urbanisme, de lutte contre l'artificialisation des sols, ce qui est un peu ma spécialité, notamment dans ce texte-là. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur la revitalisation des centres-bourgs, qui empêche à terme d'aller faire beaucoup de lotissements, on va dire, à l'extérieur. Et on a déjà beaucoup à faire là-dessus pour, par exemple, comme je disais, moins émettre de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup de choses, hein. On a fait beaucoup de choses. Pour vous, Marceau Rapace, l'écologie, c'est un sujet majeur, accessoire, secondaire? C'est un sujet majeur, c'est un paramètre très important qu'il ne faut pas mettre de côté. Il en va de la survie de notre civilisation, finalement.
La France ne pollue pas beaucoup par rapport aux Chinois, par rapport aux Allemands, par rapport aux Russes, par rapport aux Américains, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser ça de côté, bien au contraire. On a tendance à voir que les gouvernements qui se succèdent ont tendance à faire de l'écologie en taxant les Français, en taxant les Charentais, entre autres, et donc en faisant payer quelque chose, alors que c'est pas ça qui va résoudre le problème de l'écologie. On va continuer de polluer si on ne fait rien. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait prendre d'autres mesures pour que vraiment l'écologie soit au cœur du débat. Quelles mesures, par exemple, les éoliennes? Les éoliennes, c'est une bonne chose, surtout les éoliennes qui sont implantées en pleine mer. Donc là, on a vu dernièrement qu'elles venaient d'être installées et que ça produisait pas mal d'énergie. Donc pour la Charente, on pourrait également le faire dans tous les endroits où c'est possible, comme on l'a fait pour les barrages. Les barrages hydroélectriques, on en a implanté là où on pouvait le faire. La marée motrice, on l'a fait aussi en Bretagne. On n'en a fait qu'une parce qu'ailleurs, ce n'était pas possible. Il faut exploiter tout ce qui est possible de faire. Pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen a dit non aux éoliennes, je l'ai démontré. Oui, mais par contre, les éoliennes en pleine mer, je ne pense pas qu'elle ait dit non parce qu'elles sont vraiment une source d'énergie encore plus importante que les éoliennes terrestres, qui sont souvent critiquées par les habitants qui vivent à proximité, parce qu'ils ont des nuisances quand même assez importantes. Après, il est sûr que pour les agriculteurs, ça peut être une source de revenus supplémentaires, qui n'est pas négligeable pour eux. Donc vous faites jouer aussi là votre petite musique par rapport aux directives nationales, oui, tout à fait, du Rassemblement national. Oui. Comme pour la santé, c'est pareil. On en parlera après. On en parlera après, mais il y a des solutions peut-être. Les éoliennes, Sandra Marceau. Les énergies renouvelables en général. En Charente, on a un vrai gros sujet sur l'acceptabilité de ces énergies et du mix énergétique. Pour moi, c'est une vraie inquiétude parce que dans mon fort intérieur, je suis évidemment pour les énergies renouvelables, mais il y a certaines conditions. Et donc, moi, dans mon projet territorial, ce que je souhaite, c'est engager des échanges et puis le faire remonter, puisque la première ministre, effectivement, vous l'avez dit, est en charge de cette planification écologique. Il se trouve que la planification, c'est mon métier à la base, et je crois qu'il faut faire se rencontrer les vrais besoins avec les acteurs du territoire. La géographie aussi et les paysages du territoire. Et donc, ce que je veux mettre en œuvre, c'est vraiment un groupe de travail ou en tous les cas une réflexion commune pour pas faire accepter tout partout, parce que là, je suis pas d'accord. Il faut pas en mettre partout. Mais par contre, il faut choisir les bons endroits. Pourquoi et expliquer. Donc là, en fait, sur l'écologie comme sur d'autres sujets, parce qu'on en parlera, je pense, notamment sur la santé, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est vraiment une forme de concertation. Et d'ailleurs, c'est le programme présidentiel et je suis ravie vraiment, s'il y a quelque chose qui me tient à cœur dans ce programme présidentiel, c'est le avec vous. Et ça n'est pas qu'un slogan, puisque moi, c'est ma démarche depuis 5 ans, c'est mon métier d'avant et c'est ce que je veux amplifier les 5 prochaines années. Sur le mix énergétique, c'est vraiment qu'il y ait du débat sur les enjeux, les vrais besoins en Charente, quel type de mix énergétique, et pour que tout le monde soit autour de la table. Parce qu'en fait, c'est ça qui compte, tout le monde autour de la table. D'ailleurs, c'est un axe principal de mon projet, le comité de la circonscription. On y reviendra également tout à l'heure. De l'écologie à la viticulture, en fait, il y a qu'un pas. Les exploitants, les maisons ont beaucoup travaillé sur ces sujets ces dernières années. Des certifications, des engagements à de bonnes pratiques. Comment, à votre niveau, au niveau du député, vous pouvez accompagner, inciter ou obliger? Marceau Rapace. Me réunir avec l'ensemble des acteurs pour justement décider de la mise en place de certaines choses. Par exemple, mettre en place des bassines qui soient écologiques, entre guillemets, pour ne pas prendre trop d'importance au niveau du territoire, mais qui soient disponibles pour que les agriculteurs puissent irriguer leurs exploitations sans que ça leur coûte trop et que ce soit vraiment favorable pour l'écologie, par exemple. Vous, Madame Marceau, comment vous accompagnez, comment vous incitez, comment vous obligez? Alors, j'ai vraiment eu un travail de fond avec l'ensemble des différentes familles de la filière viticole, de la filière cognac. Une prise de connaissance des enjeux d'abord de chacun, ça prend du temps, puis on a beaucoup travaillé ensemble. J'étais à la fois à l'écoute et puis sur justement la loi climat, sur la fin du glyphosate et les produits phyto, et sur aussi l'agroécologie dans les vignes, parce qu'on s'y met de plus en plus. Je suis beaucoup allée à leur rencontre pour savoir déjà
qu'est-ce qu'ils mettaient en place. Et du coup, j'ai pu faire remonter pas mal de choses pour faire comprendre aussi que la viticulture était engagée. Certes, il fallait qu'elle aille plus loin. Et là, en ce moment, le gros sujet, c'est l'amplification du nombre de certifiés, la certification environnementale Cognac, qui est la haute valeur environnementale plus, on va dire, en matière d'agriculture. Et donc, je crois qu'il faut les aider à amplifier et puis porter la bonne parole. Et parmi les aides, on glisse un peu sur le thème de l'emploi, mais le secteur du cognac, puisque pèse très lourd, et dans la circonscription et dans le département en général. Et dans la région. 60 000 emplois oui. Sur 110 000 habitants pour la circo, c'est quand même... C'est un peu plus large, les 60 000 emplois, c'est oui, sur le bassin plus large, mais direct, indirect, oui, tout à fait. 3 milliards et demi de chiffre d'affaires, bon, c'est quand même ça, c'est un poids très, très, très lourd. Oui. Alors, vous dites que vous voulez les aider, mais ils peinent notamment à recruter, notamment de la main-d'œuvre, oui. Pour faire les vendanges, pour faire tout le travail dans les vignes, notamment. Elle fait appel à la main-d'œuvre étrangère, elle est obligée, parce qu'elle ne trouve pas. Quelle solution vous pouvez leur apporter, vous, sur ce sujet-là? D'abord vous, Madame Marceau. Alors, la thématique et la problématique du recrutement dans les entreprises, c'est plus large que la filière elle-même. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un exemple et qu'on m'en parle. Déjà, on est il y a deux grandes choses. On est dans un bassin, on pourrait dire, on est dans le bassin de vie du plein emploi ici. On est en dessous des chiffres nationaux en termes de taux de chômage. Et donc on est en taux d'emploi donc supérieur. Et ça, c'est une réalité qui amplifie cette réalité de la difficulté du recrutement. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, il y a quand même un sujet global par rapport à ça, c'est que la Charente perd régulièrement des habitants. Et je ne vous cache pas que c'est quelque chose qui me hérisse le poil, on va dire. Donc, cette attractivité des territoires, elle est très importante et il faut qu'on travaille tous ensemble. Là, c'est pas le député seul, c'est avec l'ensemble des acteurs du territoire, les élus d'un côté, mais aussi les acteurs économiques, pour attirer les gens et faire connaître la Charente. Et puis, il y a quand même tout ce qu'on a voté, qui d'ailleurs donne lieu à une situation de plein emploi dans cette circonscription notamment, et dans le bassin, on va dire, du Cognac, le bassin de vie de la Charente. Donc on a voté pas mal de choses, notamment sur la remise en selle, si on peut exprimer ainsi, des jeunes, avec le contrat d'engagement jeune, avec la remise en selle sur la formation professionnelle, d'ailleurs qu'on veut amplifier avec la réforme du lycée professionnel. Mais on a déjà fait une réforme assez profonde de la formation professionnelle qui a permis de faire en sorte que on réoriente vers les métiers en tension les personnes, d'ailleurs soit les jeunes, soit on a de très beaux exemples. Je pense, je fais un clin d'œil à la MFR de Triac-Lautré, qui, sur les questions viticoles, a une formation sur 18 mois pour reformer ou réorienter des adultes vers le travail viticole. Le recours à la main-d'œuvre étrangère dans la viticulture, Marceau Rapace, vous y êtes favorable? Bien sûr, parce que nous n'avons pas le choix. Il y a des tas de Français qui préfèrent rester chez eux à regarder Netflix ou autre chose et à profiter des avantages sociaux plutôt que d'aller travailler pour aller aider nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos éleveurs. Et ça, c'est un point sur lequel il va falloir travailler justement pour remettre certains au travail, parce qu'ils ont perdu l'habitude. Donc la France, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas se permettre continuellement de donner des avantages à certains qui vont en profiter, et ils ont raison d'en profiter puisqu'on leur laisse la possibilité de le faire. Donc dès qu'il y a une faille dans le système, les gens s'engouffrent dedans, c'est normal. Donc là, il faudrait éviter qu'il y ait des failles pour que ces Français aillent travailler, aident les agriculteurs, aident les éleveurs, aident tout corps de métier, de toute façon, même les restaurateurs qui sont en peine pour trouver de la main-d'œuvre. Recourir à de la main-d'œuvre étrangère, vous allez encore faire grincer des dents au sein des instances nationales du RN. C'est pas la philosophie de ce parti. Il y a une situation de crise aujourd'hui. On n'arrive pas à mettre les gens au travail immédiatement. Dans les hôpitaux, c'est pareil. On n'a pas suffisamment de personnel, on n'a pas suffisamment de médecins parce qu'il y a un numerus clausus qui avait été mis en place. Après, on l'a remplacé par un numerus apertus, mais le problème n'est pas réglé. On aura des médecins dans 9 ans minimum. Donc, en attendant, on peut pas laisser crever les gens. Il faut bien les soigner. Donc, vous êtes aussi favorable je suis aux médecins étrangers. Tout à fait. Mais ça fait des années qu'on recrute des médecins étrangers dans les établissements où j'ai exercé.
Quand je travaillais à Plérin, donc dans les Côtes d'Armor, c'était un établissement privé, il fallait que je démarche des médecins marocains, algériens ou autres. Mais moi, ça ne me choque pas. Il y a des priorités, et la priorité, c'est de soigner les gens. On a glissé sur la santé, ça tombe bien. Sandra Marceau, c'est aussi une des priorités. Je crois que c'est une priorité de tous les candidats. On a bien vu la désertification médicale touche, et pas que la Charente, mais touche particulièrement la Charente et le Cognaçais. C'est très difficile de trouver un médecin, un dentiste, un spécialiste. Enfin, c'est la croix et la bannière. Que faire? Comment agir? Parce qu'on a l'impression qu'on essaye plein de choses, les maisons de santé, et que elles attirent quand même. Et que on a du mal. Voilà. Est-ce que la maison de santé sont la solution? C'est une des solutions, c'est pas la seule. C'est une des solutions, bien sûr. Et d'ailleurs, elles attirent. On m'a encore dit là ces derniers jours que de nouveaux professionnels de santé et médecins arrivaient sur une des maisons de santé. Français ou étrangers? Ça, c'est pas le sujet qui m'intéresse particulièrement, pardon, mais c'est pas le critère de. Mais en fait, on sait. Il faut être honnête, et on le sait déjà depuis ce mandat. L'ouverture du numerus clausus, c'était vraiment une évidence. Ça aurait dû être fait avant. Il faut imposer par la loi les... Alors, moi, là aussi, deuxième chose pour laquelle j'étais plutôt intéressée dans la présentation du projet présidentiel par Emmanuel Macron début mars ou fin février, un jeudi, je vous rappelle en tout cas, ça m'a marqué, c'est effectivement l'idée d'avoir une forme de régulation de l'installation. Mais si on n'a pas le nombre de médecins, comment on régule? Donc, moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus en concertation. C'est encore une fois le « avec vous » qui m'intéresse. Et il faut territorialiser beaucoup plus la santé. On a commencé, puisque j'ai eu des rendez-vous, par exemple, assez réguliers avec des représentants des communautés territoriales professionnelles de santé, les CTPS, qui sont des associations qui ont été demandées par la loi qu'on a votée, la Ma Santé 2022, d'ailleurs portée pour grande partie par Thomas Meunier. Donc ces communautés, cette association des professionnels, on leur a dit vous définissez un territoire, un bassin de vie, vous vous regroupez, vous vous connaissez mieux, et puis sur l'accès aux soins, pour s'organiser justement, pour être cohérent et donner plus un meilleur accès et plus rapide, parce que ce qui compte c'est quand même les citoyens, les malades, ou en tous les cas donc ça, il faut vraiment, c'est en place depuis assez peu de temps, il faut vraiment qu'on le laisse se mettre en place, qu'on l'active, qu'on les accompagne plus, parce que je sais que ce qui leur manque, c'est quand même du temps administratif qu'ils ne peuvent pas donner, c'est plus de moyens aussi, et cette idée, c'est qu'ils se connaissent mieux et que ça crée une communauté, c'est le but, pour que sur les territoires, ça soit aussi plus attractif, parce que les médecins ont toujours des connexions avec leurs lieux d'enseignement, leurs hôpitaux, leurs CHU de rattachement par exemple. Et c'est vrai que cette idée, c'est qu'ils vraiment attirent aussi eux-mêmes, parce que l'attractivité, ça ne se décide pas. Les maisons de santé, Marceau Rapace, dont on a parlé, celle de Segonzac est la plus ancienne. Il y en a à Ars, il y en a à Barbezieux. Il y a des projets qui se dessinent à Cherves. C'est la panacée? J'y suis favorable, bien évidemment. Plus proche on sera des Charentais, des Charentaises, mieux ce sera. Et concernant les zones rurales qui ne sont pas très peuplées de médecins, j'ai envisagé justement de proposer quelque chose, c'est-à-dire de réunir les organisations syndicales d'étudiants pour leur dire que nous pourrions proposer aux étudiants qui le souhaitent, aux étudiants en médecine qui le souhaitent, de financer leurs études, de les rémunérer pendant leurs études, à condition qu'ils s'engagent à s'installer dans les territoires ruraux pendant 5 ans ou 10 ans, comme ça existe déjà dans certains emplois. Ça a été tenté, y compris, je crois, en Charente, mais c'est il y a quelques années. Et en fait, on se rend compte que ça n'a pas fixé les populations de jeunes médecins. Ils sont repartis. Oui, mais il faut donc en fait, ça ne marche pas. Pendant une durée déterminée. Oui, mais c'est ce qui a été fait. On signe un contrat en fait, c'est ce qui a été fait, d'engagement. mais vu que vous n'habitiez pas la Charente, je pense que vous pouviez pas le savoir. Je n'habitais pas la Charente, mais j'ai travaillé pour un centre hospitalier privé à but non lucratif, des établissements privés et autres. Et je peux vous dire que ça peut marcher. Et dans tous les cas, ici, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché ici, mais c'est pas pour autant qu'il faut arrêter. Et l'installation par la loi, vous y êtes favorable? Non, je ne peux pas. On ne peut pas imposer à un médecin de venir s'installer ici. On peut l'inciter en le rémunérant pendant ses études et en lui demandant de s'engager pendant une certaine durée. Et on le fait régulièrement avec chaque promotion d'étudiants, mais on ne peut pas leur imposer. Non.
Un autre sujet d'importance, c'est le pouvoir d'achat, évidemment. L'essence continue de flamber, elle a dépassé encore les 2 euros malgré la ristourne du gouvernement. L'inflation est galopante. Chacune de vos formations politiques ont avancé des propositions. Plutôt le blocage des prix pour le Rassemblement national, des chèques pour la majorité présidentielle. Est-ce que vous avez des propositions un peu singulières sur ce domaine ? Bah déjà, la proposition, moi, c'est de vraiment, en tant que parlementaire de la majorité, si je suis réélue et j'y compte bien cet été, c'est de voter cette loi pouvoir d'achat pour des questions d'abord d'urgence. Effectivement, vous en avez parlé, mais c'est aussi la réindexation, comme on l'appelle, l'alignement des retraites sur l'inflation. Donc c'est quand même déjà important, effectivement. Donc il y a cette loi qu'il faut vraiment voter en urgence. Et puis après, il y a la continuité de tout ce qu'on a voté, la prime d'activité, le versement aussi direct des allocations, comme on l'a fait d'ailleurs pour le prélèvement des impôts. Donc tout ça, je pense, va fluidifier et aider. Et puis je ne vous cache pas qu'il faut qu'on voit aussi comment se règle au niveau international cette vraie problématique des conséquences de la guerre russe en Ukraine, parce que nous avons pour le coup une transition énergétique européenne à mettre en œuvre, qui est en train d'être mise en œuvre, qui va mettre des mois. Donc nous, on a déjà, avec ce bouclier énergétique, on a non pas bloqué les prix, mais on les bride sacrément, puisque par exemple en Allemagne c'est pas du tout le cas, en Angleterre, en Italie c'est pas du tout la même chose. Et donc il faut absolument qu'on s'attelle à la source, c'est-à-dire comment développer les énergies ou se fournir ailleurs pour stabiliser. Donc loi d'urgence et sur la durée vraiment acter des choses pour renverser le modèle de la sur le transition pouvoir énergétique. d'achat. Marceau Rapace, Oui. Est-ce que là vous vous alignez avec le Rassemblement national ou est-ce que vous avez encore des propositions atypiques? Les propositions qui ont été émises par le Rassemblement national sont déjà très intéressantes. Donc diminuer la TVA sur l'énergie, supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité, c'est déjà pas mal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis des années, travaillant dans les ressources humaines, je me suis aperçu que la valeur du point, par exemple, pour les établissements privés à but non lucratif ou pour le secteur public, la valeur du point avait été gelée depuis des années. Par contre, les cotisations ont augmenté, les impôts ont augmenté sérieusement, et donc leur pouvoir d'achat a diminué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une crise dans le domaine de la santé, par exemple, mais ce n'est pas le seul. Donc il y a les dividendes qui augmentent, ça c'est sûr, les riches s'enrichissent, mais les pauvres s'appauvrissent. Et aujourd'hui, il faudrait faire quelque chose justement pour éviter ça, pour qu'il y ait une meilleure répartition, un meilleur ruissellement, puisqu'on nous a parlé de ruissellement, et c'est M. Macron qui nous en avait parlé, mais on s'aperçoit que le ruissellement, il n'existe pas vers le bas, il existe plutôt vers le haut. Il y a de plus en plus de personnes qui s'enrichissent et de plus en plus qui s'appauvrissent. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas un candidat de la NUPES ? Je ne suis pas candidat de la NUPES, je suis un candidat atypique qui a ses propres idées, qui a voulu se faire obtenir l'investiture. Je l'ai obtenu et aujourd'hui j'entends bien faire partager mes idées. Et vous siégeriez dans le groupe de la NUPES ? Je partagerai dans mon groupe et vous le verrez parce que ça sera diffusé tous les mercredis, donc je vous invite à regarder. Et alors, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous parlez du mercredi. Pardonnez-moi, ça m'étonne. Je ne comprends pas ce mercredi. Mais fait bon. Parce que c'est le jour où les députés aiment se montrer à la télé. Et c'est souvent le jour où ils ont des choses à dire. Désormais, les questions d'actualité, c'est le mardi. Ça a changé, en fait. Ah, écoutez. Le mercredi, c'est au Sénat. Ah, d'accord. Écoutez, très bien. On approche doucement de l'heure de débat déjà, malheureusement. Je vous propose qu'on aborde un dernier sujet, au moins un dernier sujet sur l'éducation. En ce moment, les candidats au bac planchent sur l'épreuve de philo. C'est un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé pendant la campagne. Vous allez nous sortir le sujet de la philo. Non, on va vous proposer un sujet de philo. On va vous poser une petite question simple. Par exemple, Monsieur Rapace, est-ce qu'il faut supprimer Parcoursup, comme le propose la NUPES? Je pense en tout cas qu'il faudrait réformer cela, parce que chaque année on entend parler de problèmes, des étudiants qui essayent, des bacheliers qui essayent de s'inscrire et qui ont toutes les peines du monde. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, parce que à l'époque où nous vivons, l'informatique est quand même assez développée et il y a du travail à faire. Oui, je pense qu'il faut revoir en tout cas le programme qui permet de s'inscrire sur ce Parcoursup. Madame Marceau, vous êtes fière du bilan de Jean-Michel Blanquer à l'Éducation nationale? Il y a quand même plein de choses qu'on a votées effectivement pour l'école en zone rurale, les directeurs d'école. Donc moi je
Je porte évidemment le bilan de la majorité précédente, mais sur Parcoursup, évidemment, j'entends qu'il y a des bugs, mais il y a tout ce qu'on n'entend pas et qui fonctionne. Évidemment, c'est pas pour balayer d'un revers, mais enfin, c'est quand même l'égalité des chances. C'est quand même l'égalité des chances. On me racontait encore hier, quelqu'un qui à l'époque s'était inscrit sur Minitel, c'était le premier qui cliquait qui avait la place. Parcoursup, c'est pas du tout ça. C'est une égalité des chances. Et évidemment que les bases de données, on en parlait au début, et l'informatique, il faut mieux le gérer, il faut coordonner, il faut faire évoluer. Et ça évolue tous les jours. Donc moi, je pense qu'il faut absolument faire évoluer, mais que c'est une égalité des chances énorme. Vous en faites une de vos priorités, l'école dans votre profession de foi. On reparle de Jean-Michel Blanquer, c'était quand même le ministre de l'Éducation nationale, parmi les plus impopulaires de l'histoire. Quel ministre de l'Éducation a été populaire, on se demande. Mais lui, particulièrement. Non, vous n'avez pas ce sentiment-là? Ben, en fait, si vous voulez, c'est un peu biaisé quand on fait partie de la majorité. Vous allez me demander quelque chose et voilà. Non, mais pour moi, enfin, je veux dire, moi, j'ai soutenu globalement, évidemment, le gouvernement. Je ne dis pas que j'étais d'accord avec tout et toutes les positions, mais il a quand même fait un travail énorme pendant 5 ans. Je crois qu'il y a de vrais enjeux sur l'éducation nationale et puis en général sur la formation et l'éducation. La traduction en zone rurale, évidemment, ça, je serai attentive à cette territorialisation de l'éducation. D'ailleurs, j'y bosse, non pas tous les jours, mais au moins tous les mois, et avec le DAZEN, le directeur de l'éducation nationale en Charente. On a quand même des projets aussi en commun, en tous les cas, si je suis réélue, de travailler justement pour ne pas fermer des classes et pour avoir des regroupements pédagogiques, intégrés, qui correspondent à des bassins de vie. Il faut qu'on travaille là-dessus. Mais est-ce que la contractualisation est la solution? Très critiqué. Il faut mieux former les enseignants et mieux les rémunérer. Alors ça, c'est évident qu'il faut mieux les rémunérer. C'est comme sur le domaine de la santé. Je crois que là, personne peut dire le contraire. Donc, moi, je pense que il faut à la fois proposer, concerter, mettre tout le monde autour de la table et en circo. C'est ce que je voudrais faire avec mon comité de la circonscription, notamment, sur ces sujets. Bien, nous arrivons au terme de cette heure d'émission. On vous remercie tous les deux d'être venus. Thomas, merci à vous. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne journée. Et ce débat est à retrouver sur charentefili.fr. Merci beaucoup. Merci Thomas. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci.